Mais on a besoin, avec vous, colonel, d'analyser la situation à l'instant T, carte à l'appui. Et on va commencer par là où tout a commencé, en mars 2022. Et on a représenté en rouge les territoires qui ont rapidement été occupés par la Russie. On voit qu'à l'époque, en mars 2022, Moscou frappe très fort et crée un électrochoc en Ukraine. Si on avance 6 mois plus tard, très intéressant, en septembre 2022. C'est assez frappant ce qui se passe. Regardez, on est après la contre-offensive ukrainienne et en rouge, finalement, il n'y a plus que dans le sud-est de l'Ukraine que la Russie a réussi à conserver ses territoires. Et à ce moment-là, on pense, colonel, à l'époque, que tout est possible et que l'Ukraine va finir par chasser les soldats russes de son territoire. Mais si on vient en février 2023, on voit, si la carte a un peu plus bougé, qu'en plus de la Crimée, d'une partie du Donbass, finalement, les territoires occupés par la Russie n'ont pas beaucoup bougé. Et si on arrive là, en février 2024, regardez, alors ça avance très vite, finalement, le front est figé. Est-ce qu'aujourd'hui, colonel, on peut considérer que les soldats russes sont en position de force, puisqu'on s'inquiète de l'avenir de l'Ukraine? En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'il faudrait voir comment le mouvement. Parce qu'en fait, le grand changement n'est pas dans les quatre cartes. Oui, Voilà. n'est pas réellement dans le terrain, parce qu'on voit bien que dans la partie initiale, donc en mars 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont fait effort partout, comme on sait tous, effort partout, effort nulle part. Donc ils ont été partout, considérant que, je pense qu'ils avaient une espèce de ligne un peu étrange, je pense qu'ils voulaient couper l'Ukraine en deux, à partir de Kiev sur Odessa, parce qu'Odessa reste comme une cible privilégiée. Bon, on ne va pas en parler maintenant, c'est vrai qu'il y a une espèce de système complètement dispersé, et qui même, militairement parlant, est catastrophique. C'était la débandade, des bilans d'opération, très, très rapidement, à partir de septembre, on voit bien qu'ils se reconcentrent. À partir de ce moment-là, en fait, les Russes ont compris la situation, et qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent le front cohérent. Et cette cohérence les renforce. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent, rappelez-vous, ils quittent Kherson, et ils s'installent le long du Dniepr. Ils s'installent en fait sur une coupure. Et c'est là qu'on voit qu'ils se mettent à raisonner. Là, c'est n'importe quoi. Et là, ils se mettent à raisonner parce qu'ils ont compris la leçon, la leçon initiale. Les phases suivantes, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils s'immobilisent. Et le problème des Ukrainiens, c'est qu'eux se mettent en mouvement. Ils se disent, on a gagné la guerre, parce que là, visiblement, ils sont bien partis, et on y va, on fait la contre-offensive. Erreur majeure, pourquoi? Une contre-offensive à partir de 5 directions. En fait, 3 directions terrestres, puisqu'ils montent sur Kharkiv, qu'ils prennent, et ils poussent sur Bakhmout, rappelez-vous la bataille du Bakhmout qui a duré pendant au moins 6 mois, sur le centre, Zaporijjia, sur le sud, Kherson, ils traversent le fleuve, etc., etc., et en mer Noire. Donc en fait, ils ont 5 fronts. Donc 3 fronts terrestres, un front sur le fleuve et un front sur la mer. Il y en a au moins 3 de trop. Je veux dire que les règles de la guerre, c'est on concentre les efforts, ils ne se concentrent pas. Pendant ce temps-là, que font les Russes? Les Russes, ils se renforcent tranquillement. Et bilan de l'opération à l'heure où je vous parle, qui a pris l'initiative? Parce qu'il y a un mot qui est fondamental dans la guerre, c'est le mouvement. La guerre, c'est 2 choses, c'est du feu, que les Russes ont déjà, et de la manœuvre. Aujourd'hui, qui manœuvre? Ce sont les Russes. Aujourd'hui, qui est en défensive? C'est clairement les Ukrainiens qui ont un vrai problème avec ça. D'autant que, qu'est-ce qui se passe? On voit que la prise la prise d'Avdiivka, qui paraît anecdotique, presque, on dirait, c'est un village comme un autre. Pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez une ligne de terrain qui fait comme ça, qui fait nord-sud, une espèce de balcon, si vous voulez. Donc là, c'est plutôt montagneux, c'est plutôt boisé. Et en fait, ça descend en pente douce en direction du Dniepr. Donc le terrain change à partir de Zaporijjia, à partir d'Avdiivka, vous êtes dans une autre situation. D'autant que cette ville, qui est une petite ville évidemment, c'est une ville ce qu'on appelle une poignée d'éventail. C'est qu'à partir de là, on peut varianter l'effort, soit vers le sud, vers Zaporijjia, soit plein ouest, vers le Dniepr, ou simplement en direction du nord, vers Kramatorsk par exemple, qui pourrait être une cible relativement intéressante. Donc le mouvement, l'allant, l'initiative est du côté russe. Et donc ce front se divise en 2 parties, une partie verticale qui est celle-là, et une partie horizontale, avec un front sud à partir d'Avdiivka et un front nord à partir de Kupiansk. Et c'est ça l'avenir qu'on ne connaît pas. Et on voit bien ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur Medvedev qui parle de Kiev. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont des visées sur le Dniepr. Ils veulent aller là. Et le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on va sur le Dniepr. Ils peuvent y aller, potentiellement, ils peuvent y aller. Kiev, c'est un morceau qui est le plus dur à avaler. Et peut-être qu'ils préparent le terrain pour expliquer qu'ils vont aller remonter jusqu'à Kiev et jusqu'au Dniepr à partir du printemps. Alors, colonel, si on dézoome, l'un des objectifs de l'Ukraine pour justement se desserrer de l'étau russe, c'est de se dire qu'ils vont aller
frapper en Russie pour déstabiliser Poutine. Alors Belgorod, qui est la frontière entre l'Ukraine et la Russie, a beaucoup été frappée. On a vu des drones à Moscou. On peut imaginer des attaques aussi à Volgograd ou encore à Voronezh. Et c'est justement dans ce sens que semble aller l'OTAN. Et on va regarder ensemble les mots de Jens Stoltenberg. Vous pouvez me rejoindre, colonel, en plateau. Le chef de l'OTAN qui semble donner ce soir un feu vert à l'Ukraine pour frapper avec les armes occidentales. Regardez ce qu'il dit. Il légitime évidemment le droit à l'Ukraine de se défendre et de frapper hors de l'Ukraine. On est en présence d'une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et au vu des lois internationales, l'Ukraine a le droit de se défendre, y compris en frappant des cibles militaires légitimes, des cibles militaires russes situées à l'extérieur de l'Ukraine. Alors Bertrand Badi, je sais que vous êtes toujours très très prudent vis-à-vis de cette déclaration, mais là, est-ce qu'on n'a pas un verrou qui a totalement sauté, alors que ça fait 2 ans que l'Occident nous dit « Ah non, on ne soutient pas l'Ukraine quand elle veut frapper le territoire russe ». Bon, c'est vrai que sur le plan des déclarations, il y a une rupture, puisque effectivement c'est l'inverse de ce qu'on disait non seulement en février 2022, mais je dirais jusqu'à il y a très peu de temps. Dans les faits, c'est déjà plus complexe, parce que ces frappes ont déjà eu lieu. Et elles ont également engagé des armements qui venaient de livraisons occidentales. Donc, de facto, la chose a déjà été accomplie et il faut remarquer que cet accomplissement n'avait provoqué aucune réaction majeure du côté russe. Des protestations, des indignations, tout ce que vous voulez, mais pas, en tous les cas, une réplique. Je parlais tout à l'heure de la ligne rouge qui serait à la hauteur d'une transgression considérée comme majeure. Bon. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, quand même, que je voudrais dire, c'est que tout doit aussi, je crois que le colonel ne me démentira pas, se traduire en termes d'objectifs politiques. C'est-à-dire, finalement, quel but recherche-t-on en faisant cela ? En arrière-plan, il y a ce problème du passage à la diplomatie. Et effectivement, il est frappant, quand vous montriez les cartes tout à l'heure, qu'une nouvelle carte de l'Ukraine existe depuis septembre 2022. Puisque, même si effectivement il y a eu quelques avancées de la Russie, en gros, est sous contrôle russe, ce qui était déjà dès 2014 dans cette situation, je dirais, de séparatisme, avec quelques accommodements, notamment dans le sud, où là, on est allé au-delà. La crainte de beaucoup, c'est que se dessine la seule issue possible pour Poutine, c'est-à-dire de négocier cette nouvelle carte de l'Ukraine comme étant celle de nouvelles frontières. Alors, il faut faire attention à une chose, et moi, ça me frappe beaucoup que personne n'y prête attention, c'est que il n'y a plus eu de traité depuis 1945 qui viennent valider, légaliser des modifications territoriales. On oublie ça. Alors, depuis 1945, c'est fini, ce genre de choses. Autrefois, vous aviez une guerre entre États, elle se soldait par une négociation, je te prends la Franche-Comté, tu m'en, etc. Oui. Aujourd'hui, c'est fini. Et les quelques conquêtes territoriales que l'on a vues se faire depuis 1945 ont toujours été des conquêtes de facto, jamais légalisées, jamais reconnues par aucun traité, qu'il s'agisse de Chypre Nord, du Sahara, etc. Donc, je pense qu'on est en train de gérer ce trou noir. Il s'agit vraiment d'un trou noir parce que les diplomates ne savent pas dans quelle direction aller. Et d'autre part, et c'est là la contradiction, on voit bien que tout ce qui se fait sur le terrain, qui est extrêmement meurtrier, donc extrêmement coûteux, se fait dans l'idée de parvenir à un compromis de cette nature, parce que Poutine sait très bien qu'il ne pourra pas annexer l'Ukraine comme il pensait le faire en février 22. On poursuit ce débat sur les déclarations du chef de l'OTAN, mais en partant justement sur le terrain du conflit, retrouver l'une de nos équipes qui nous attend, Gwendoline de Bono et Vincent Wartner. Bonsoir Gwendoline, merci beaucoup d'avoir patienté dans ces débats. Évidemment, il y a la réalité du terrain pour les soldats ukrainiens que vous suivez à travers vos multiples missions, Gwendoline. Quelles sont les armes que eux réclament de la part de l'Occident ?
Alors disons que pour les Ukrainiens, les priorités, elles sont nombreuses. Ce qui fait le plus clairement défaut sur la ligne de front, ce sont les obus. Cette guerre a beau être un virage technologique avec l'emploi massif de drones de toutes sortes, les obus, tout millimètre confondu, restent indispensables. Un membre de l'état-major nous disait par exemple que dans cette bataille d'Avdiivka, bataille perdue par les forces armées ukrainiennes, eh bien le ratio d'obus était d'1 pour 10 en faveur des forces russes. Qu'à Kupiansk, où nous étions il y a encore quelques jours, les unités estiment que le ratio est d'1 pour 5. Donc c'est extrêmement difficile parce que c'est extrêmement compliqué de défendre avec une quantité d'obus aussi basse. Donc la priorité, ce sont vraiment les obus, mais il y en a d'autres, les batteries de défense antiaérienne, notamment à la fois pour protéger les villes et les civils, mais également pour protéger le front. Pareil, dans cette ville de Kupiansk, dans ce front de Kupiansk où nous étions, nous avons vu notamment l'aviation russe en action qui envoie un certain nombre de bombes guidées. Donc les batteries de défense antiaérienne, elles sont très importantes pour ne pas laisser aux forces russes la maîtrise des airs. Dans le même temps, il y a ces missiles de longue portée dont l'escale franco-britannique ou encore les missiles Taurus que l'Allemagne pour l'instant refuse de livrer. Ils sont essentiels. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent des frappes en profondeur, notamment en mer Noire et loin derrière les lignes ennemies. C'est l'ensemble en fait de ces armements qui permettrait aux Ukrainiens de retrouver une certaine liberté de manœuvre plutôt que de colmater les brèches. Et puis il y a une ressource que les Alliés ne sont pas en capacité de livrer, ce sont des hommes. Et ça c'est essentiel. Il faut des nouvelles recrues sur le front parce qu'il y a des soldats qui sont déployés depuis 2 ans sans rotation, d'où la nouvelle loi sur la mobilisation qui est actuellement discutée au Parlement ukrainien.